parler. Parce que ça, vous ne voyez que Jean-François Kouassi. Mais ce qui a poussé ce jeune homme-là à parler, là, est-ce que vous savez? Il y a quelque chose de plus fort derrière. Et moi, je ne le dirai pas ici. Il y a quelque chose de plus fort. Il y a des choses qui sont en train de se passer en Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez pas. Pour vous, là, tout va bien. Pour vous, ce pouvoir-là, il contrôle tout. Mais c'est faux. Moi, je vous le dis, c'est faux. Actuellement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, vous ne savez pas. Ça va vous surprendre. Un bon matin, vous allez vous réveiller et ça sera trop tard. Ce pouvoir-là va tomber. Vous tous, ce qui est intéressant sur Internet, c'est que tout reste. Il y a les traces. Donc, demain, quand ils vont tomber là, quand tu vas te lever, tu vas essayer de parler ou bien tu vas revendiquer quoi que ce soit, on ira fouiller dans tes comptes, tes réseaux sociaux pour voir ce que tu disais quand ces gens-là étaient là. On va te sortir ce que tu disais. On va dire, ah, toi là, tu disais ça, tu justifiais l'injustifiable. On ne fera pas la chasse aux sorcières parce que ce n'est pas ça le but. Mais nous disons que la loi, là, elle existe et la loi doit s'appliquer. Est-ce qu'on se comprend? La loi existe, elle doit s'appliquer. Mais je veux faire comprendre ici à tous ces lâches. Vous faites partie du problème. C'est peureux, c'est lâche, c'est soi-disant politique là. Vous faites partie du problème. C'est vous qui alimentez cette dictature. C'est vous qui faites que ce pouvoir-là, ils croient qu'ils sont suffisamment forts. Pourtant, ils ne le sont pas. Le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara n'est pas fort. Il règne par la peur. Et vous qui avez peur là, c'est vous qui alimentez la dictature en Côte d'Ivoire. Parce que ce que Jean-François Kouassi a fait là, tout le monde peut le faire. Tout le monde en Côte d'Ivoire. Il s'est levé, il a payé le transport, il est arrivé au plateau, il a commencé à parler. C'est simplement ce qu'il a fait. Et il est en train de faire trembler ce pouvoir-là en ce moment. Est-ce que vous vous rendez compte qu'actuellement, là où je parle, là, Anouloto est sur un fauteuil éjectable. Est-ce que vous savez qu'actuellement, là, si Anouloto a pris ce petit-là rapidement pour le mettre en prison, là, parce que le scandale, le tollé que cette histoire est en train de créer, là, mais ça peut lui coûter son fauteuil ministériel. Mais comme on sait qu'on est dans un gouvernement népotiste, un gouvernement qui gère les choses en siphon, oui, il dit quoi? Vous voyez il dit, tu souffris mon frère. Voilà. Je vous le disais, non? Vous voyez? Ça veut dire que nous, quand on ne parle pas dans le vide. Quelqu'un qui ne peut même pas faire une phrase correcte, il ne peut même pas regarder. Tu souffris mon frère. C'est ceux-là que j'appelle les obscurantistes. Des obscurantistes. Voilà. Il y en a un. Je suis obligé de désactiver son commentaire. Vous voyez un peu? On a des citoyens comme ça qui souffrent, qui sont en réalité malades. Parce qu'ils ont 1 million, 2 millions, 5 millions dans leur compte en banque. Ils pensent qu'ils sont des êtres humains. Mais vous n'êtes pas des êtres humains parce que vous ne réfléchissez pas. Vous êtes des animaux, vous n'êtes pas des êtres humains. Tu peux avoir 100 millions dans ton compte, mais si tu ne réfléchis pas là, tu es un animal. Vous êtes des animaux, vous. Vous ne réfléchissez pas. Et malheureusement, on sera obligé de perdre le temps à vous éduquer. C'est ça, au fait. C'est ça. Donc nous, là, on a du pain sur la planche. Parce qu'on sera obligé de faire de vous des citoyens. On sera obligé de faire de vous des citoyens. Vous voyez un peu? Il est en train de parler, il ne comprend même pas ce que j'ai dit. Et puis il vient, il laisse un commentaire là à la con. Voilà, donc je vais avancer. Donc je vais dire que la loi existe en Côte d'Ivoire. Et les ministres, là, ceux qui ne le savent pas, là, les ministres travaillent pour les Ivoiriens. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Et je vais profiter pour adresser un message à certains avocats en Côte d'Ivoire. En particulier à Maître Rodrigue Dadje. À ce monsieur-là qui était l'avocat de Simone Ivé et l'avocat de pas mal de personnes en Côte d'Ivoire. Je veux lui dire, tu es un avocat brillant. Je ne veux pas ici te rabaisser, non. Mais je veux te passer ce message-là, pour une fois. Je sais que tu aimes toutes les histoires qui sont ce genre d'affaires qui créent le buzz et autres. Là. Toi, tu aimes bien ça, Maître Rodrigue Dadje. Peut-être tu seras sur le dossier du jeune Jean-François Kouassi. Peut-être tu seras sur son dossier. Mais s'il te plaît, il faut éviter de venir là sur les réseaux sociaux et de dire on a demandé monsieur le ministre pardonnez ou bien je demande pardon aux autorités. Il faut arrêter. Parce que quand tu fais ça, tu fais partie de ceux qui sont en train de tuer la démocratie en Côte d'Ivoire. Tu es un avocat.
Tu es un avocat. Tu sais pertinemment que ce jeune homme-là, ben, ce qu'il a dit, ben, il n'a fait que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et ça existe, il y a tellement de preuves. Un concours, vous dites non, le concours en réalité, en 2024, le concours, on a diffusé les choses publiquement que le concours devait être lancé tout et qu'en réalité c'était un recrutement de contractuels. Ils ont commencé à donner des arguments qui ne tiennent pas la route. Mais vous avez recruté des contractuels en 2024 et on constate que parmi ces gens-là, il y en a qui ont 18 ans. Donc, c'est à quel moment vous avez recruté des contractuels de 16 ans? C'est à quel moment dans la fonction publique ivoirienne, là, on recrute des contractuels de 16 ans, de 16 ans, 15 ans? Puisqu'il y en a qui ont eu, d'autres ont eu 18 ans à peine. Vous voyez un peu, vous prenez les gens pour les cons, en fait. Vous prenez des gens pour les cons. Je vais terminer en expliquant pourquoi la lutte paie. Moi-même, je suis un exemple. Je suis un exemple. J'étais en Côte d'Ivoire parce que quand on vient sur les réseaux sociaux, on parle, vous ne nous prenez pas au sérieux parce qu'on est derrière la caméra. Au fait, moi, ça me fait trop rire par moment. Il y a des gens, je les regarde et puis j'ai pitié, j'ai mal. Vous ne savez pas, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Nous, on n'est pas pressé, on y va lentement, mais sûrement. Mais cette Côte d'Ivoire là, cette Côte d'Ivoire que vous voyez là, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui vont influencer le destin de ce pays-là. Et ils n'en doutent même pas même. Ils n'en doutent même pas même. Je suis serein, je suis patient. Je ne vais pas rentrer dans des réseaux qui demain vont me ralentir, dans des réseaux qui vont me pousser à me compromettre. C'est ça que je ne vais pas faire. Sinon là, ça est là même, on me propose, ça est là, tout est. Mais je dis, je ne mets pas les pieds là-bas. Donc j'y vais doucement, lentement, mais sûrement. Et là où je vais là, je vais arriver là-bas. Quand je dis là où je vais arriver, ce n'est pas forcément le fait d'arriver au sommet. Tu peux être là. Tu peux être quelque part, mais servir ton pays. Travailler au développement social de ton pays et aussi également au développement économique de ton pays. On le fait déjà. C'est parce que vous, là, vous êtes aujourd'hui omnibulé par ce qu'on appelle la culture du vide. Ça veut dire on fait du tapage ici et là. Vous aimez bien ça, mais derrière, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de substance dans ce que vous aimez au fait. Or, nous autres, on aime tout ce qui, comment dire, relève de l'esprit. On aime tout ce qui relève de l'esprit. Je ne peux pas, de la manière où vous vous levez et puis vous partez écouter soi-disant influenceurs, Apouchou, quoi, des gens qui font la promotion de la culture du vide. Là. Nous autres, on ne peut pas le faire. Même moi-même, ballon, même pour regarder ballon, même là, c'est chaud. Même regarder, m'asseoir devant la télé et puis regarder le ballon là, il y a du mal. Parce qu'il me dit que, 90 minutes de ma vie, en train de regarder les petits, je préfère juste voir le score. Sérieusement, juste regarder le score et puis bon, voilà. Mais dit que je m'assois là, je serais planté devant la télé ou bien devant mon écran en train de regarder foot 90 minutes, c'est compliqué. Je préfère prendre ce temps là pour apprendre, pour aller, voilà, pour vivre, pour me cultiver. Est-ce qu'on se comprend? Je préfère ça. Même film, je ne regarde même pas film. Les séries, moi, ça ne m'intéresse pas parce que je trouve que j'aime être connecté à tout ce qui est réel. Je veux être connecté à tout ce qui est réel. C'est ce qui fait que je suis engagé dans ce combat pour la libération de la Côte d'Ivoire et je le ferai. Et je pense que je ne doute même pas de ce que ça fait partie de mon destin. Et ça fait partie du destin du jeune frère Jean-François Kouassi. Ce jeune que vous êtes en train de banaliser, et j'avoue qu'à un moment donné, moi-même, j'ai un peu banalisé là, ce jeune-là, mais il ira loin dans cette Côte d'Ivoire-là. Ce qu'il accomplit là, quand moi j'ai regardé la vidéo avant-hier, j'ai dit ce jeune-là, il a créé un truc, mais ce jeune homme-là, il ira loin, il y a une étoile qui est sur lui. Il faudrait que ses parents soient patients, il faudrait que ses parents ne prennent pas les raccourcis, parce qu'il sort de là. S'il sort de là, dans la droiture, dans la dignité, il a tout gagné. Il vient de se construire une carrière politique comme ça. Mais si ses parents veulent se jouer les faibles et qu'ils vont demander pardon aux autorités, non, pardonnez, vous allez
casser la dynamique de votre fils. Vous allez briser, éteindre l'étoile de votre fils. Parce que personne ne le prendra au sérieux. Personne ne le prendra au sérieux. S'il sort, qu'il change de discours, qu'il commence à faire la girouette, personne ne le prendra au sérieux. Mais s'il est dans la droiture, même s'il ne dénonce pas, mais il sort dans la droiture, il est là. Il ira loin. Jean-François Kouassi, je ne sais pas de là où tu es, je ne sais pas si tu as accès à un téléphone ou pas. Mais c'est un jeune frère qui te donne ce conseil-là. Sois digne et droit. En 2016, je vais parler maintenant de mon histoire. À l'université Félix Houphouët-Boigny, même avant 2016, avant même 2016, déjà en 2012, quand nous on a eu le bac, moi j'ai eu le bac en 2010, à cause de la crise post-électorale, l'université était fermée. Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, il a fermé l'université pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, là, nous, on était à la maison. Moi, j'ai profité pour pouvoir me lancer dans la vie. J'ai profité de ces 2 années-là pour aller me construire en tant qu'homme. Aller faire des petits boulots ici et là pour découvrir ce que c'est que la vie. Aller apprendre des trucs. Et ça m'a formé, ça m'a forgé. Quand on ouvre l'université, on y va. Nous, on se faisait appeler, notre génération, là, on se faisait appeler la 3G. Parce qu'ils ont combiné 3 générations. Nous qui avons eu le bac en 2011, nos petits frères qui ont eu le bac en 2011, nous qui avons eu le bac en 2010, ceux qui ont eu le bac, nos petits frères qui ont eu le bac en 2011, et ceux qui ont eu le bac en 2012, ils ont associé 3 générations et puis on nous a balancé comme ça dans les universités et grandes écoles. Vous voyez un peu? On a accepté. Quand on est arrivé, l'inscription qui était de 6 000 francs, là. Bon, pour Jean-François Kouassi, là, il a dit il y a la corruption, les concours sont payants. Vous dites que c'est faux, non? D'accord. Je vais parler maintenant de quelque chose qui est d'actualité. Et on verra si c'est contestable ou pas. Parce que là, par contre, j'ai les preuves. Là, par contre, je détiens les preuves. Et d'ailleurs, même, sur Facebook, par exemple, j'ai sorti ces preuves-là. À propos de ce qui est en train de se passer dans les universités en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas qu'il y a un génocide intellectuel qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de préparer en Côte d'Ivoire. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes préoccupé par des futilités. Vous êtes préoccupé par des futilités. Bon, nous autres aussi, le problème c'est que quand tu es trop régulier sur les trucs, on pense que tu es un vadrouillard. Mais non, on a un travail, on a une famille, on a des responsabilités. Est-ce qu'on se comprend? J'espère que tu es en Côte d'Ivoire, plus précisément en Afrique. Sinon, ferme ta gorge. Oui, mon frère, actuellement, tu sais... Ah, ok. Il a laissé te sortir un truc pas possible, non? Mais par respect à ces personnes qui me regardent, je sais même pas qui m'écoute, je sais même pas qui truc. Donc, je vais me garder d'être vulgaire. Mais merci à Une Afrique d'avoir supprimé son commentaire. C'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être là. Alors, vous voyez un peu. Donc, quand ils ouvrent les universités en 2012, Ouattara décide de dissoudre la FESI. Et l'inscription qui, à l'époque, était de 6 000 francs CFA, là. Quand tu arrives à 6 000 francs CFA, lui, il a fait passer ça de 6 000 à 100 000. Donc, nous sommes opposés. On dit, ah, si c'est pour ça que vous voulez dissoudre la FESI, là, c'est que non. L'inscription ne peut pas passer de 6 000 à 100 000. On s'est opposé. Jusqu'à ce qu'ils trouvent des stratagèmes pour dire, non, d'accord, non, ce qu'on va faire, l'État va subventionner ça, va subventionner les étudiants ivoiriens à hauteur de 70%. Donc, au lieu de 100 000, ils nous ont dit, bon, vous allez payer 30 000 francs pour la licence. Les masters vont payer 60 000 francs. Et puis, ceux qui font la thèse, là, ils vont payer 90 000. Au final, on a accepté. Parce qu'ils voulaient vraiment augmenter les frais d'inscription. Hein. Parce que les 100 000 là, c'était que pour la licence. Ensuite, les masters, ça devait être 200 000 et le doctorat, ça devait être 300 000 comme ça. De 6 000 francs à 300 000 francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est comme ça que nous-mêmes, on a ressuscité la FESI.
C'est nous qui avons ressuscité la Fessissou Wado. Donc, vous qui parlez, non, j'espère que tu es au pays là. J'étais au pays et puis il faisait Fessi. Quand Ouattara dit là, dissous la Fessi là, nous là, c'est nous qui étions là-bas et puis on a remis la Fessi sur pied. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Moi, je n'ai jamais cherché même à être camarade responsable à la Fessi. Non, jamais. Il était là chaque fois qu'il y a les bafous. Vous jouez. Hein. C'est papier qui fait que l'homme est truc. Sinon, si c'est Noussia là, laissez tomber. Ça chauffe même pas, même c'est pas bloc. C'est la vie, les responsabilités. À côté, tu as ta petite famille, des trucs, voilà. Tu es allé trop loin à l'école. Et puis, ton travail, ça fait que on se gère. Est-ce que vous, là, vous êtes voyou? Est-ce que vous, là, dans votre tête, là, ça va? Est-ce que non, vous, dans votre tête, ça va même? Vous savez pas. Dans votre tête, là, ça va trop. Ça va trop même. Vous jouez. Hein? Vous jouez. Voilà, mais je ne veux pas tomber, soit saluer Bitillon, je ne veux pas tomber dans ces bassesses-là. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Et pour cette raison-là, il faut vraiment avoir de la tenue. Voilà. La société nous a façonnés, a fait de nous des intellectuels. La société a fait de nous des personnes responsables. Donc, ce n'est pas pour des microbes comme vous, comme ça, là, que nous allons tomber dans la boue. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Et nous allons faire de telle sorte que nous soyons toujours ces personnes responsables, ces personnes éveillées, instruites pour pouvoir servir notre pays. Mais j'explique ici que nous nous sommes battus pour mettre la Fessi sur pied. Nous nous sommes battus pour ne pas que Ouattara augmente les frais d'inscription de 6 000 francs à 100 000 francs et jusqu'à 300 000. On l'a fait. On l'a fait. Aujourd'hui, vous les jeunes étudiants, vous êtes là en Côte d'Ivoire. Là. Ils ont dissous la Fessi, vous n'avez rien dit, non? Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement là où je parle? Là où je parle, qu'est-ce qui se passe? Ouattara a dissous la Fessi l'année dernière. Cette année, l'inscription, c'est pourquoi nous sommes battus à l'époque. Mais effectivement, il a augmenté. Moi, j'ai un ami qui faisait qui fait le doctorat. J'ai un ami qui fait le doctorat en Côte d'Ivoire. L'année dernière, il a payé 90 000. Cette année-là, il a payé combien? 300 000 francs. 300 000 francs d'inscription. Effectivement, ils ont augmenté. Du jour au lendemain, comme ça, on augmente. Et puis, ils viennent là, ils parlent des allégations sur les réseaux sociaux. Moi, je suis en reçu d'inscription, moi. Il me l'a dit, il dit, mon frère, regarde ce qui s'est passé. Il dit, il y a quoi? Il dit, envoie-moi le reçu. Il m'a envoyé le reçu, c'est là. Ceux qui ont besoin de ça, là, moi, je peux vous l'envoyer même en privé. Voilà. J'ai juste caché ces trucs. Donc, vous voyez un peu. Moi, ça allait être mon combat. Bon, j'en ai parlé, bien évidemment. Mais ça allait être encore plus mon combat si je n'avais pas soutenu ma thèse. C'est parce que je ne suis plus étudiant. Puisque j'ai fini mon doctorat, j'ai soutenu tout ça. Donc, voilà. Sinon, ça, là. Non, attends. Non. Mais bon. À chaque génération, sa mission. Voilà. La remplir ou la trahir. Si tu ne remplis pas ta mission, ben, cela revient à dire que tu es en train de la trahir. Donc, moi, je demande à ces étudiants-là de prendre ce dossier-là à bras le corps et de se battre. Parce que la plupart de ceux qui vont dans les universités, comment dirais-je, publiques, là, c'est des enfants de pauvres. La plupart de ceux qui vont dans les universités publiques, là, sont des enfants de pauvres. Je sais de quoi je parle. Puis j'ai fait l'université d'Abidjan. J'ai fait l'université d'Abidjan. Je sais à quel point il y a la pauvreté là-bas. C'est grâce à la solidarité qu'on arrive à survivre. C'est grâce à la solidarité. Donc, ce monsieur-là est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Il y a un génocide intellectuel qui se prépare. Il n'y a pas plus ingrat sur cette terre-là qu'Alassane Dramane Ouattara. Des gens à qui la Côte d'Ivoire a tout donné. Des ministres du RHDP. Vous, on vous a donné des bourses pour venir étudier en Europe sous le président Faure-Boigny. Vous avez eu des bourses pour venir étudier en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Il faut payer tout pour vous. Vous aviez tout. En récompense, vous empêchez les enfants de pauvres d'aller à l'école. Bon. Un parent qui lui-même
n'arrive même pas à manger correctement. Mais s'il a 2 enfants qui sont étudiants, c'est à quel moment ils vont enlever peut-être 200 000 francs s'il a 2 enfants qui font le master? S'il doit payer 200 000 francs fois 2, ça fait 400 000. Où ils vont enlever ça? Où ils vont enlever ça? Nous-mêmes, on avait les parents fonctionnaient même là. Quelquefois, c'était difficile. On était obligé d'aller travailler un peu pour pouvoir s'en sortir, faire les petits gombos ici et là. Il faut raison, les enfants les enfants des paysans. Le cacao, là, vous ne payez même pas, actuellement, vous ne payez même pas le cacao. Vous prenez des mesures impopulaires. Vous prenez des décisions impopulaires, des décisions qui sont totalement déconnectées de la réalité du peuple. Déconnectées de la réalité du peuple. Hein? Déconnectées. Non, je vais vous expliquer comment moi je me suis battu pour venir en Europe, tout ça, parce que je le dis, puisque ce jeune homme-là, je le dis en hommage à l'acte que ce jeune homme-là a accompli. Dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre dans la vie. Donc, vous voyez un peu, je fais ma licence. 3 années, j'ai fait le département d'espagnol de l'université Cocody. Donc, j'ai fini ma licence. Et pour de la licence au master, ils nous ont demandé, je ne sais pas, d'avoir combien de mentions là. À peu près 12 mentions pour les 3 années. C'est-à-dire licence 1, licence 2, licence 3. 12 mentions au minimum. Moi, j'en avais plus. Je crois qu'il y en avait peut-être minimum 18 mentions. Donc, je remplissais les conditions pour aller faire le master. J'ai validé mes trucs, il y avait mes mentions. On était dans notre promotion, la première année, je crois, on était à peu près 1100 étudiants comme ça, 1100 ou bien 1200 étudiants. Et au fur et à mesure, bon, vous savez, il y en a qui se cassent, d'autres trucs. Donc, quand on a fini la licence, là, on était peut-être, je vais dire 700 comme ça. Donc, dans les 700, il y a 400 qui remplissaient les conditions pour faire le master. Mais dans les 400 qui remplissaient, ça c'était au département d'espagnol. Et comme c'était une mesure qu'ils avaient d'une certaine façon imposée aux autres départements, voilà, aux autres facultés, bah, donc il n'y avait pas que les départements d'espagnol qui étaient concernés. Donc là-bas, dans les autres départements aussi, il y avait des étudiants qui étaient dans la même situation, qui remplissaient les conditions, et bon, malheureusement, qui n'ont pas été acceptés pour le master. Ça, c'était en 2016. Fin 2015, début 2016. Donc, moi, un jour, je quitte la Riviera Palmeraie, j'arrive en cité parce que je logeais en cité. Je passe au décanat, et puis je vois la liste de ceux qui ont été retenus pour le master. Je vois, il y a 100 personnes. Je dis, mais attends, quand ils m'ont dit il y a 100 personnes, d'abord mes gars m'ont appelé pour me dire, ah, la liste là c'est sorti, hein, ceux qui ont été retenus pour le master, tout ça. Il dit, ah, bon, moi je n'avais pas d'inquiétude, hein, parce que moi il y a des choses avec lesquelles je ne rigole pas. Quand je remplis les conditions pour un truc là, quand tu sais que ça c'est mon droit là, faut pas jouer, je joue pas avec mes droits. Je ne laisse pas ce qui m'appartient être bafoué. Je ne laisse pas ce qui me revient de droit être bafoué. Ça, je ne rigole pas avec. Donc, vous voyez un peu. Donc, quand je me rends là-bas, mais je vois la liste et puis, effectivement, mes gars, ils avaient raison. Mon nom ne figure pas sur la liste. Est-ce qu'on se comprend? Mon nom ne figure pas sur la liste. Et il dit, ah bon? Il a commencé à rire en même temps. Quand moi, je suis énervé, là, je me mets à rire. J'ai commencé à rire en même temps. Et il dit, ah, ceux-là, ils ne sont pas sérieux. Ça, c'est pas... Je suis rentré chez moi, en cité, en chambre. J'ai dit ça à mes gars, tout ça. Je dis, ah, voici ce qui se passe. Mais les gars, ça va pas. Qu'est-ce qu'ils ont, tout ça. Le lendemain, avec d'autres gars, on a commencé à s'organiser avec les autres étudiants. Au départ, on était nombreux hein, à se plaindre, tout ça. Ils disaient, oh non, c'est pas normal, tout ça. On était nombreux, ça veut dire, sur les 400 là. Quand la liste a été publiée, la semaine qui a suivi, là, il y avait à peu près 250 comme ça qui voulaient revendiquer. Ça, c'était en 2015-2016. C'était la crise du master.
Il y a des articles même qui ont été publiés que vous pouvez retrouver sur Internet. Voilà. Vous tapez la crise du master à l'université Félix Houphouët-Boigny, vous verrez. Jude Man ou bien quoi là, attends, il va te bloquer d'abord même. Toi, tu n'as rien compris encore. Tu penses que je suis là, moi je suis n'importe quoi, bloqué. Voilà, comme ça, on va voir dans les entrailles de ta grand-mère si j'y suis. N'importe quoi. Voilà, donc vous voyez un peu. Donc, ça s'est passé, il dit à mes gars, attends. Voilà, le lendemain, on était à peu près 250, on voulait revendiquer. Et nous sommes allés voir le chef de notre département pour lui expliquer qu'effectivement, il y avait une injustice, tout ça. Le gars, il dit non, ben, ce problème-là, lui, il ne peut pas régler, que c'est comme ça, bon voilà. Dès qu'il a dit ça, là, dans les 250, là, plus de la moitié a laissé tomber. C'est-à-dire plus de la moitié. Là, on s'est retrouvé peut-être tout au plus à 80 personnes comme ça qui voulaient quand même encore se battre. Mais attends, mais monsieur, c'est plus... Non, mais attends, ça a été fait, c'est fini. Je vous donne tous ces détails-là pour dire, quand vous voyez un jeune comme Jean-François Kouassi, le courage, son courage qu'il a pris à deux mains pour aller au plateau, là, vous ne pensez pas que c'est quelque chose de simple. Non. C'est pas le buzz qu'il cherchait, hein, ce jeune-là. Moi, j'ai regardé sa vidéo. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays-là. Vous allez voir, vous allez témoigner. C'est un homme convaincu de quelque chose, d'un changement dans ce pays-là qui est parti parler là-bas. Le jeune peut sortir demain et puis son discours va changer. Ça, je n'en disconviens pas. Mais je vais dire que ce qui l'a poussé à aller faire ça là, c'est plus fort que lui-même. Et les gens ne peuvent pas éteindre ça. J'ai dit, c'est un signe annonciateur. Et comme lui là, ça ne fait que commencer. Ça va continuer jusqu'à ce que ce pouvoir-là tombe. Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, c'est plus une affaire de Gbagbo Laurent quoi. Le président Gbagbo, ça fait combien de semaines vous n'avez pas entendu le président Laurent Gbagbo? Jean-François Kouassi, il est militant du BBACI. Est-ce qu'il est militant du BBACI? Voilà, donc je poursuis. Donc, quand le monsieur a dit ça, beaucoup se sont barrés, hein. Tout de suite, ils ont abandonné, ils disent, bon non, voilà, ça ne les intéressait plus de se battre pour eux-mêmes, pour leur propre avenir. Et ça continuait. Bon, nous, on insistait avec le petit collectif qui était là, on insistait, mais au fil du temps, on constatait que, bon, les gens, ils se barraient de 90 personnes. Après, quand on convoque une réunion, on se retrouve, on est 50, ainsi de suite. Vous savez, au final, on était combien dans le groupe? Pas plus de 7 personnes, en tout cas, pas plus de 7 personnes. Pas plus de 7 personnes. Et parmi les 7 là, il y en a qui se battaient parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur bourse. Eux, ils se battaient pas parce qu'ils voulaient forcément faire le master, mais parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur bourse. Parce que d'autres, ils avaient les bourses de 240 000, de 480 000 francs par an. Mais moi, je ne me battais même pas pour quoi que ce soit pour la bourse. Moi, je me battais parce que dans ma tête, là, c'était clair que moi, je devais poursuivre mes études parce que j'avais un objectif. Quand j'ai eu mon bac, j'ai l'un de mes vieux pères qui est actuellement magistrat en Côte d'Ivoire, que je salue au passage. C'est un enfant des gendarmes comme moi, qui aussi a galéré et puis après il est devenu magistrat. Il m'a dit, ah mon petit, qu'est-ce que toi tu veux faire? Tu as eu le bac. Il lui a dit, ah vieux père, moi, ben, j'ai été orienté au département d'espagnol. Parce que au lycée, au collège, jusqu'au lycée, j'étais toujours premier de classe en espagnol. En tout cas, par la grâce de Dieu, j'ai été toujours brillant en espagnol. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Jusqu'à présent, et c'est d'ailleurs c'est ça même qui me donne à manger. Donc, je lui ai dit, ah, moi, je veux faire l'université, une licence, un master, et puis après, voir ce que je vais faire. Mais je veux poursuivre mes études à l'étranger. Voilà, mais il faudrait vraiment que je crée les conditions pour faire une immersion, pour aller en immersion culturelle, au fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de me rendre dans un pays où on parle espagnol, parce que la Côte d'Ivoire, où l'espagnol est la langue officielle. En Côte d'Ivoire, l'espagnol n'est pas la langue officielle. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc j'avais déjà ce projet-là quand j'ai eu le bac. C'était déjà dans ma tête.
Mais quand j'ai commencé l'université, c'était difficile la première année. À un moment, j'ai failli abandonner. C'était tellement difficile à l'université que c'était un nouveau monde, c'était compliqué. Mais comme Dieu savait quel était mon destin, là, il m'a donné ce courage-là de continuer mes études. Mais l'année qui a suivi, tout était facile, tout était facile. Ça veut dire que j'étais tellement impliqué et j'ai validé mes années. Donc il fallait maintenant lutter pour le master. Les gens ils se sont barrés, on est resté 7. Mais dans les 7 là, nous, il dit pendant 3 mois, on ne dormait pas. Et je me souviens, il y a des jours, on faisait des réunions à minuit, à 1h, au bois, comment on appelle le truc, au palmier. Pour ceux qui connaissent l'université Félix Houphouët-Boigny, à côté de la place à Akbélé, là, il y a des restaurants, là, il y a des palmiers et autres, là, pour ceux qui connaissent l'université. Hein. Voilà. Donc, on faisait nos réunions là-bas. Moi, j'étais à la FESI. À un moment donné, même la FESI voulait vendre notre lutte. Parce qu'on a vu qu'on leur a exposé on leur a soumis le dossier, mais ils tournaient en rond. Donc, moi-même, j'ai dû quitter la FESI parce que je ne voulais même pas être sous le commandement des camarades généraux. Et au final, bon, voilà, je ne pouvais rien faire parce que tant que tu es sous les ordres, mais tu ne peux pas prendre des initiatives en dehors de ce que les gars te recommandent. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas prendre des initiatives en dehors de ce que les gars te recommandent. Je sais quel commentaire ça. Voilà, donc au final, moi-même, j'ai dû quitter la FESI pour faire la lutte avec des camarades. Il n'y a pas que moi, il y avait d'autres aussi qui ont quitté la FESI. Et on a commencé à se battre. Il dit pendant plus de 3 mois. Les autres, là, les étudiants des départements, là, ils ont abandonné. Hein. Les gars ont abandonné, les gens de lettres modernes, ils ont abandonné. Tous ceux les ont abandonnés. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ce jour-là, c'est Dieu même qui a touché mon cœur. Voilà pourquoi ce jeune que vous voyez là, ce jeune que vous voyez là, prenez ce jeune-là au sérieux. Même si demain il sort, qu'il change de discours, prenez-le au sérieux. Ce que le jeune l'a fait là, ça sera gravé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Blé Goudé peut se comparer à ce jeune-là en ce moment? Sous le pouvoir Ouattara, ça veut dire quand Ouattara a pris le pouvoir de 2011 jusqu'à présent là, est-ce que le courage que ce jeune-là a eu là, est-ce que Blé Goudé a eu ce courage-là? Prenez ce jeune homme-là au sérieux. Il a défié un gouvernement dictatorial. Il a accompli quelque chose de grand, il faut le respecter. Voilà pourquoi moi je lui apporte mon soutien, je lui rends hommage. Il faut le respecter. Il a fait trembler la République avec sa voix et une pancarte. Il a fait. Mais Dieu a touché mon cœur. Quand je me suis rendu dans le secrétariat là, de l'UFR, mais c'était pas bon. C'était pas bon. J'étais à la tête et puis j'ai dit aux camarades, allons. J'ai commencé à tempêter. Les responsables sont sortis du directeur de l'UFR. Ces secrétaires sont sortis. Oui, mais à quoi? On leur a dit, mais nous là, ça fait des mois, on vient vous voir ici par rapport à un problème de master. On doit aller à l'école, on a rempli les conditions. Vous voulez que nos camarades débutent le cours, on a stoppé le cours. En délégeant nos camarades dans les amphithéâtres, vous parlez de quoi? On avait paralysé le département d'espagnol. On dit, tant que nous on ne fait pas master, là, il n'y a pas cours. Aïe. Vous jouez, vous pensez que dans la vie, là, il faut se battre. Vous, qui êtes couché à Abidjan là-bas, et puis vous êtes là à demander pardon, restez là seulement. Ça, ils sont en train de parler de moi. Je pourrais donner beaucoup d'exemples comme ça. Les femmes des danseuses d'Adjanou, les femmes de Bassam, là, elles se sont battues. Nos parents se sont battus. Même quand à l'époque, même quand il y avait l'esclavage, les gens se sont battus. Les gens se sont battus pour que nos pays soient indépendants. La vie est un combat. Vous priez Jésus, mais vous ne voulez pas dénoncer. Est-ce que sur cette terre-là, il y avait quelqu'un, un être humain qui a dénoncé les injustices plus que Jésus? Tu es musulman, tu ne veux pas dénoncer. Est-ce que sur cette terre-là, il y a quelqu'un qui a dénoncé les injustices plus que Mahomet? Arrêtez votre hypocrisie. Ne vous cachez pas derrière la foi pour servir un pouvoir dictatorial. Non, il faut laisser comme ça. Oh. Ah, c'est Dieu qui a changé.
Mais Dieu là, lui-même, Dieu même là, ses enfants, Jésus là, il a dénoncé. Il a dénoncé jusqu'à il a été cloué, non? Ou bien, il a été crucifié, mais il a dénoncé. Mahomet, il avait sa propre vie, mais il disait aux gens, il disait aux gens comment vivre. Il leur donnait des, comment dire, des proscriptions. Il leur disait ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. N'est-ce pas? Mahomet faisait ça. Ne vous cachez pas derrière la foi pour comment dire, faire valoir votre lâcheté, pour cacher votre lâcheté. Ne vous cachez pas derrière la foi pour, d'une certaine façon, cacher votre hypocrisie. Arrêtez. Arrêtez. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est grave. C'est grave. Moi, quand je parle avec mon âme, je parle avec mon cœur. Je ne viens pas là juste, je ne veux pas juste allier les mots. Non, 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 non. Je veux toucher aussi votre cœur, votre âme, pour vous faire savoir que ce pays-là nous appartient tous. Et ça, c'est en toute objectivité. Comment tu vas, mon frère Africa App? C'est en toute objectivité. Je ne cherche pas à couvrir un camp pour... Non. Je dis en toute objectivité, la Côte d'Ivoire, elle est en train de nous échapper. Si tu es vraiment ivoirien, quel que soit ton parti politique, vraiment, il faut avoir le courage de reconnaître. Comment tu vas, Trendy, sois salué. Bonne heureuse année à toi également. Ce qui se passe au pays là en ce moment, c'est pas bon. Nous, on s'est battu. Donc, quand nous, on a fait ça, on est rentré dans le décanat là-bas, on a tempêté. Moi, j'étais devant. Je ne cherche à me lancer les fleurs, mais peut-être s'il y a quelqu'un qui m'écoute ici, il pourra témoigner. Les gars sont venus, on a tempêté comme il se devait même. Le même soir, là, les gens nous ont appelés. Le président de l'université nous a appelés. Il dit, ah, venez. On dit, ça fait 3 mois, vous êtes en train de faire grève dans votre département, là, vous empêchez les gens d'aller faire cours. On dit, oui, parce que nous aussi, les gens ne veulent pas qu'on poursuive nos études, sachant qu'on remplit les conditions. Il a vu réellement qu'on voulait aller à l'école. Le président de l'université, il s'appelle Abou Karamoko. Il a vu, il a compris que ces étudiants-là, par contre, ils veulent réellement aller à l'école. Voilà pourquoi ils insistent. Il dit d'accord. Il a pris un truc et puis il dit, bon, vous, je valide vos dossiers. Ceux qui n'ont pas lutté là, beaucoup se sont arrêtés là. Hein. Mais nous, notre lutte là, ça a permis aux 400 personnes. Écoutez bien, hein, ça veut dire ceux qui ont fui là. Quand on a commencé, on était nombreux. Et après, ils nous ont laissé, on était 7 tout au plus. Mais quand ils ont appris que le président de l'université a validé notre dossier, et tous ils sont... L'amphithéâtre était rempli quand on faisait cours. Et tous ils sont venus faire master. Vous voyez un peu. On dit, un seul homme tue l'éléphant et puis tout le village mange. Voilà. Parmi nous-mêmes, des gens même, ça veut dire, parmi nous, il y avait des gens qui étaient concernés, qui étaient victimes de cette injustice-là, et puis qui nous disaient, oh, laissez tomber, c'est bon, laissez, oh. Voilà. Il les faisait, d'autres voulaient, ça lui-même, il est victime de cette injustice-là. Et puis, il nous dit, ne luttez pas. La lâcheté. Moi, j'ai été traité de tous les noms là-bas. Oui, c'est un rebelle. Oh, lui là, voilà, c'est comme si c'est comme ça. Je dis, voici mon frère le Verbe. Il est là, le Verbe, c'est un camarade qui a fait la Fessie à Abidjan. Donc, le Verbe, peut-être ce que je suis en train de dire là, il vient d'arriver, mais il pourra témoigner parce que il a fait la Fessie et le Verbe, il me connaît. Donc, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas des paroles en l'air. Peut-être il est juste des passages comme ça ou bien quoi. Mais si le camarade est là, peut-être après lui-même, il pourra monter pour confirmer ou alors démentir ce que je suis en train de dire là. Voilà, apparemment, il est des passages. On s'est battu. Ils sont venus, ils ont fait le master. Donc, je vais dire que c'est que les jeunes sont en train de faire. Il y a des gens qui disent, ah, il a raison, mais la manière. Mais la manière là, c'est parce qu'il se retrouve en prison qu'il parle comme ça. Si Jean-François Kouassi avait fait ça et que toute la Côte d'Ivoire était sortie, ce pouvoir était tombé là.
Les mêmes salopes qui sont en train de faire les posts sur les réseaux sociaux parce qu'elles couchent avec des ministres, là, elles allaient sortir là, soit saluer au Brou Mbassé. Elles allaient sortir là pour dire oui, c'est mon cousin, c'est mon frère, oui, c'est mon ami d'enfance. Elles allaient dire ça, c'est comme ça. Mais comme peut-être elle a déjà fait savoir au ministre que ah, Jean-François Kouassi et moi-même là, on a fréquenté ensemble et qu'il a fait ça. Elle doit se démarquer du jeune. Donc, il faudrait qu'elle fasse des posts pour, d'une certaine façon, ridiculiser, pour régner ce jeune homme-là. Il faudrait qu'elle fasse des posts pour régner ce jeune homme-là. Depuis ce matin, je lis des trucs. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Non, il y a d'autres même qui alignent les mots. Tu les lis même là. C'est que du vide. Oui, non, l'intelligence, c'est quoi? Stratégie, la dénonciation stratégique. J'ai lu, mais c'est quoi tout ça là? Vous êtes dans un pays où le SMIC est de 75 000 francs. Dans Abidjan, là, vous vivez dans Abidjan. Là. Pour avoir studio, même 80 000 dans Abidjan, là, c'est un problème. Ah, la réalité là. Mais elle est assez flagrante, choquante. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aïe. Même le RHDP, eux-mêmes, quelquefois, quand il y a les palabres entre eux, là, ils vont faire audit. Et puis ils viennent, ils disent, celui-là, il a volé 100 milliards. On dit, un ministre du RHDP a volé 100 milliards. C'est des choses que vous ne dénoncez jamais. Quand quelqu'un vient dénoncer, vous allez trouver des choses à dire. Vous voulez tourner autour du pot. Vous voulez... Attendez. Ah, vous aussi. Oh, vous voyez un peu. Et je dis que c'est un système. Hein. C'est un système qu'elle a avec ses soi-disant influenceurs. J'y reviendrai sur eux. J'ai beaucoup à dire ce soir-là. Et je parlerai. Donc moi, quand je finis ça, là, il y a quelqu'un qui m'écrit là. Oui, camarade, attends, pardon, pour ne pas perdre le fil. Pour ne pas perdre le fil, je vais finir et puis on va se prendre, on va se coller. Voilà. Donc, quand je finis là, voilà, je finis le truc, le master et autres là, je vais postuler pour le doctorat. Je vais candidater. Est-ce qu'on se comprend? Et puis, les gars, j'ai été reçu pour la thèse. Ah, le camarade est là, le verbe. Il y a un camarade. Et il y a quelqu'un d'autre qui a fait. Il va candidater pour la thèse. Vous voyez un peu. Il candidate pour la thèse. On accepte mon dossier. Mon dossier est accepté. Je commence. Soit saluer le verbe. Le camarade Prada, comment tu vas? Va lire rapidement le message qui est laissé en inbox là. Fais semblant. Lise rapidement, tu viens. J'ai vu un peu, t'inquiète. Ok, ça va briller. J'ai vu. Il dit que tu as un esprit. Voilà, non, En tout cas, c'est puissant. Le camarade, le verbe soit salué. C'est puissant tes analyses et autres. Mais tu sais, le problème de la jeunesse ivoirienne également, le régime torsionnaire d'Abidjan, dictatorial d'Abidjan, a travaillé justement à avoir une jeunesse aussi fébrile qu'intellectuelle. C'est-à-dire, au niveau de l'intellect, à travailler à la fébrilité de l'intellect de la jeunesse. Une jeunesse incapable de discernement et d'élever la raison au lieu, hein, dans les lieux de l'intelligible. Mais une telle jeunesse-là, bien évidemment, ne saura pas prendre parti pour les combats de son époque, pour les combats pour lesquels elle doit se battre, elle ne le fait pas. Tu vois, une telle jeunesse-là, vaut-elle hein, vaut-elle mieux d'être défendue? C'est la question finalement qu'on se pose. Moi, je suis sidéré de comprendre qu'il y a des personnes... Camarade de verbe, excuse-moi, je vais rapidement terminer. Ok, vas-y, excuse-moi. Excuse-moi, quand tu auras signé, je crois que j'aurai... En 5 minutes, et puis je vais vous distribuer la parole. Donc, comme je le disais, merci déjà d'être présent, camarade. Moi, j'ai fini mon truc, il valide mon dossier, je commence ma thèse, une année. Quand j'ai commencé là, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé au pays. Et j'ai compris que
ça allait être très compliqué pour moi d'atteindre mes objectifs en restant en Côte d'Ivoire. Surtout que tu es en Côte d'Ivoire et puis tu es en train de faire espagnol. Attends, c'est quelque part, il y a un handicap au fait. Parce qu'une chose est de parler la langue, de maîtriser la conjugaison, la grammaire, et ainsi de suite. Mais il y a un autre aspect culturel aussi qui est important qu'il faut avoir des connaissances culturelles. J'ai entrepris la démarche. Je suis venu faire ma thèse ici. C'est la France qui m'a donné une bourse. Je suis allé au Mexique. J'ai fait 4 mois au Mexique là-bas. J'ai fini et je suis venu, il a soutenu ma thèse. Il travaille et je suis tranquille. Vous voyez un peu. Donc, je veux dire que si je n'avais pas eu ce courage-là, si je n'avais pas accepté de lutter, est-ce que j'allais atteindre cet objectif-là? Donc, ce jeune-là, ce qui l'a poussé à aller dénoncer tel qu'il a fait au plateau, sachez que c'est quelque chose de fort, qui lui-même le dépasse. C'est une graine qui vient de s'aimer comme ça dans le cœur des Ivoiriens. Et ça va porter ses fruits. Dans le cœur de certains jeunes Ivoiriens qui avaient besoin de ça. Et ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Je ne vais pas être long, comme il y a des camarades qui sont là, j'ai longuement parlé. C'était ce témoignage-là que je voulais vous partager et dire que vraiment je soutiens, je suis de tout cœur avec ce jeune-là. Et courage à sa famille. Mais en tout cas, nous allons lui apporter notre soutien, comme on peut. Voilà, c'est là que je vais m'arrêter. Merci beaucoup, les camarades. Merci. Vous pouvez prendre la parole. Camarade Africa Rap, soit salé, tu peux distribuer la parole, camarade. D'accord, ça, salut, docteur. Je vais laisser la parole au frère Le Verbe. Vas-y. Africa, hop. Malheureusement, je n'arrive pas à parler l'anglais. C'est mon handicap qui est là. Merci bien. Le problème de la Côte d'Ivoire est en partie, c'est-à-dire à 65% la jeunesse. Quand une population ou bien un peuple est à majorité composé de jeunes et les jeunes refusent de se rendre au lieu de l'évidence, il y a un problème. C'est-à-dire le régime a travaillé à ce que tout ce qui est intellect, le goût de l'effort, de l'intelligence, de l'effort intellectuel, le courage en tant que bravoure, l'héroïsme en tant que valeur et des valeurs nobles à défendre, la jeunesse ivoirienne a foulé ça au sol, a foulé ça au pied. Et ça fait craindre, ça fait craindre. Si bien que quand tu es jeune, que tu t'engages en politique, mais quand tu fais des critiques constructives, tu dénonces un fait qui est avéré par tout le monde, et il y a un salaud là-bas qui va venir écrire sur ton commentaire là. Fais doucement, hein. Tu peux ce que tu as commencé là. Tu vois? Pendant que tu n'as pas tes couilles pour défendre, pour dénoncer ce qu'il y a d'anormal qu'une autre personne le fait, il y a toujours des propos de nature à saper, hein, le moral de ceux qui sont en train de le faire. Et ça, c'est le régime qui a travaillé à cela. Pour que les jeunes, non seulement ils aient la flemme de réfléchir, et quand bien même ils sont capables de réfléchir, ils se désintéressent de la chose publique. Parce que il y aura des mesures coercitives, des restrictions et de la répression. Mais c'est justement ce qu'on vit. Face à cela, si les gens ne veulent pas vivre et qu'ils veulent se cantonner dans leur salon pour dénoncer, bah tant pis pour eux. Tant pis. On va tout subir. Et quand des personnes arrivent à sortir du lot et qui prennent de la hauteur face à cette manière de fonctionner de la jeunesse, pour dire, ben, au bout d'un moment, ça suffit, que nous sommes tous enfants de ce pays et qu'ils dénoncent les dérives totalitaires de ce régime, il se trouve encore des idiots et des imbéciles pour se donner des contorsions intellectuelles pour justifier l'injustifiable. Sinon, dans un pays normal, mais ce que ce jeune homme il a fait là, c'est pour l'ensemble.
Au lieu même que le pouvoir prenne des mesures répressives et coercitives, devrait même apporter hein, de la clarification dans sa gestion des concours publics en Côte d'Ivoire. C'est ce un État normal aurait dû faire. Mais s'acharner sur le jeune homme, l'acculer, témoigne de la justesse de ce qu'il a dit. Et vient une fois de plus confirmer les méthodes du RHDP, c'est-à-dire des méthodes barbares, des méthodes qui ont rompu depuis lors avec la démocratie qu'il chante tant là. Mais en démocratie, une personne qui apporte la critique, ou bien qui critique un pouvoir, on ne le met pas en prison. On apporte des arguments contradictoires. On le réduit en minorité au travers des arguments logiques et tangibles. On montre les preuves. Quand on nos affaires, on montre les preuves, parce que c'est les preuves du moins, parce que c'est nous qui manipulons tout ce qui est comme gestion du pouvoir public. Et donc, nous avons tous les chiffres et tous les documents à notre possession. Donc, on les brandit pour dire, vous avez dit telle chose, ben voici. Maintenant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. Il faut frapper les gens, il faut les torturer. Mais au-delà même de la torture physique, là, mais la Côte d'Ivoire tout entière vit une torture morale. Et la torture morale, là, elle est encore plus pire que la torture physique. Parce que les séquelles de la torture physique, là, on les voit, c'est physique. Mais ce qui est de l'ordre du moral, là, ce sont des choses qui sont immatérielles, on ne les voit pas, on ne les touche pas. Et pourtant, vous êtes touché. C'est ce qui explique que les Ivoiriens, ils ont peur non seulement de s'exprimer, ça relève de la torture morale. Ils ont peur de dénoncer, cela relève de la torture normale. Ils ont peur également de dire que ça, là, ce n'est pas normal. Ça relève de la torture, de la torture morale et psychologique. À côté de cela, et comme pour faire établir comme normal ce qui est anormal, on nous bombarde avec des informations à travers les médias, les canaux hein, par lesquels l'État fait la propagande de son idéologie, notamment la radio, la télévision et les journaux. Vous verrez que dans les journaux étatiques, sinon que dans des organes de presse étatiques, notamment la radio, la télé, puis la presse écrite, je pense notamment à Fratmat. Jamais l'opposition n'aura des colonnes qui lui est dédiées pour s'exprimer. Ce sera toujours des gens du RHDP pour le régime, pour qui il faut faire de la propagande à outrance et même de façon outragère. On offusque le peuple tous les jours. Et vous voulez qu'on se taise. Mais au bout d'un moment, il y a des personnes qui craquent. Et cette sortie publique de Jean-François Kouassi, elle a preuve tangible de ce craquement-là. On ne peut plus supporter cette manière de vivre. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, mais on voit ce qui se passe. Quand on te dit des concours où si tu n'as pas un nom qui relève du Nord, tu ne peux pas être admis. Si tu n'as pas un cadre, si tu n'as pas un parent qui est cadre mais qui est dans le ministère, tu ne peux pas être recruté ou bien admis à un concours. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu. Quand tu as ton ami qui a réussi, et qui a un concours, tu lui demandes c'est quoi le réseau? Donne-moi le réseau. Parce qu'on a formalisé de façon inconsciente que en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas RHDP, là, tu ne peux pas être admis à un concours. Mais c'est réel. Ce sont des faits que nous vivons en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer ici Jean-François Kouassi et lui apporter tout mon soutien indéfectible. Et toutes les pensées les soutiens que nous pourrions lui avancer, à lui apporter sont des soutiens, même si ce n'est pas matériel, mais par nos pensées, le fait qu'on dégage des énergies vers lui, de sorte à lui remonter le moral. C'est ce que je voulais signifier. Merci bien. Merci à toi, le verbe. Docteur Akanj, s'il te plaît, il faut mettre le temps. On va passer la parole maintenant à Orance. Orance, vous avez 5 minutes pour développer votre thèse. Merci.
Ok, merci. J'espère que vous m'entendez, je sais pas, parce que maintenant TikTok est devenu bizarre. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Bon, ok, j'aimerais encore saluer le camarade Archange et vous saluer aussi Africa Up et vous dire encore merci de m'avoir donné la parole et aussi vous remercier d'avoir ouvert votre panel sur la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire et particulièrement sur la situation du camarade Jean-François Kouassi, qui en réalité n'a fait que dénoncer un acte que nous vivons, comment on appelle ça, qui est perpétuel en Côte d'Ivoire maintenant, hein, qui se perpétue au fil du temps. Et nous avons compris que dans ce pays-là, la corruption est devenue une loi par la force des choses. Et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer et que les Ivoiriens en leur sein n'arrivent vraiment pas à le faire. Et ce qui fait encore le plus mal, c'est lorsque vous allez sur les réseaux sociaux et d'autres osent prétendre qu'il aurait dû dénoncer d'une certaine manière. Il n'y a pas une manière de dénoncer une injustice. Ce que les Ivoiriens sont en train de vivre est une injustice flagrante. Un concours qui a été organisé comment on appelle ça, je ne sais pas si je dois dire en catimini ou en clan, pour que des personnes puissent avoir accès à ce concours-là, à l'exception de tous les autres Ivoiriens qui auraient voulu y participer. On nous fait savoir que ce jeune homme qui s'est plaint, ce jeune frère qui s'est plaint, est en train d'enfreindre aux lois, est en train de diffamer contre quelqu'un. Mais quel est le mot diffamatoire là? En quoi est-ce qu'il a diffamé? Qu'il nous dise. Parce que dans les faits, ce n'est pas lui, Jean-François Kouassi, qui est venu présenter sur les réseaux sociaux le nom des personnes qui ont été, comment on appelle ça, admis à ce concours-là. C'est bien le gouvernement qui l'a fait. Mais quand est-ce que ce concours a eu lieu? Qu'ils nous disent la date où les gens ont composé. On a besoin de savoir aussi. On ne peut pas venir nous dire que ce concours-là est un concours professionnel. Tout concours professionnel, même quand il est professionnel, parce qu'il y a des concours qui sont... la plupart des concours, ce sont des concours d'un point de vue général. Mais même quand le concours est professionnel, il y a un communiqué du gouvernement ou bien comment on appelle ça, du ministère de tutelle qui est pondu. Mais malheureusement, dans ce cas d'espèce, il n'y a eu aucun communiqué. D'abord, même, ils avaient présenté qu'il n'y aurait pas de concours. Leur communiqué était qu'il n'allait pas avoir de concours. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de concours. Et aujourd'hui, je crois bien qu'aujourd'hui, il y a eu une déclaration de presse qui a été faite par le directeur général de la fonction publique, qui s'est prononcé, mais qui n'a pas eu c'est-à-dire qu'il s'est prononcé comme s'il parlait à des idiots, au fait. Parce qu'on ne lui a pas posé de questions, il est venu, il s'est juste prononcé, alors que la situation est grave. Et ils prennent ça comme rien. En réalité, c'est les Ivoiriens qu'ils traitent, qu'ils considèrent comme des chiens, en fait. Et ce qui fait plus mal, c'est que cette jeunesse-là l'accepte. Ils acceptent d'être traités comme des chiens. Ce qui fait mal. Ça fait mal et ça fait pleurer. Ça fait mal et ça fait pleurer. Aujourd'hui, l'acte que Jean-François Kouassi a posé, je me pose la question, qui aurait pu poser ça devant une rébellion? Parce que c'est une rébellion. Il a en face de lui, Jean-François Kouassi a en face de lui des rebelles. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il a eu en face de lui une rébellion. Et lui, en veste, a eu à se prononcer face à une rébellion sans armes. Et les Ivoiriens sont là, ils voient la situation et ils se taisent. Au pire même, ils disent qu'il aurait dû se prononcer autrement. Quelle idiotie, quelle bêteté, quelle lâcheté. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir qu'un jeune Ivoirien est en train de vivre cette situation et que ses amis, ses frères, ses compatriotes, au lieu de le soutenir dans son action qui concourt à eux leur bien-être,
disent qu'il aurait dû se prononcer autrement. C'est-à-dire, il aurait dû peut-être dire Papa Ado, non, je ne veux. Non! Alassane Ouattara n'est ni le père de quelqu'un. Alassane Ouattara, il est le père de lui, ses enfants. Il n'est pas le père de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il est le père de lui, ses enfants. Et quand il y a un problème qui porte atteinte à l'État de Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens ont le droit de se prononcer. C'est vrai qu'ils doivent se prononcer dans le strict respect de la loi, mais l'acte que Jean-François Kouassi a posé, il l'a fait dans le strict respect de la loi. Parce que l'annonce qui a été faite est un, comment on appelle ça, est un affront vis-à-vis du peuple ivoirien. Pour dire que vous n'êtes rien, on donne des concours à qui on veut, on admet des gens à des concours comme on veut, et vous n'êtes rien. Et moi, je salue encore cet acte de Jean-François Kouassi et je le soutiens dans toute sa démarche. Et j'espère que même en prison, il aura à se prononcer parce que même quand tu es arrêté, il y a des manières de se prononcer, il y a des manières de lutter contre l'oppression. Et je soutiens Jean-François Kouassi dans tout ce qu'il fera. Et c'est vraiment déplorable parce qu'il faille que maintenant, les Ivoiriens comprennent quelque chose. Et c'est sur ça que je vais terminer. On ne lutte pas contre des rebelles par la parole. On ne lutte pas contre des gens qui ont pris des armes pour venir attaquer une république par les mots. Ces gens-là, il faut les confronter. Il faut les confronter dans les rues. Il faut les confronter partout où ils seront. Il faut les attaquer comme rien parce que à chaque fois que nous nous prononçons, la seule chose que nous recevons, c'est des brimades. La seule manière de leur faire comprendre qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont que des ministres, qu'ils ne sont que le président de la République et rien d'autre, qu'ils ne peuvent pas être supérieurs à nos lois, c'est de les confronter. Et les Ivoiriens doivent se mettre ça dans la tête. Ils doivent se communiquer, ils doivent se faire comprendre, ils doivent se faire entendre, ils doivent s'unir contre ce pouvoir-là, de telle sorte qu'un jour, nous puissions aboutir à leur éjection du pouvoir et à leur éradication totale. Parce que c'est des démons qui sont à la solde de notre pays. Je vous remercie. Monsieur Orange, merci pour votre belle conclusion. Que chaque Ivoirien pense à cela et qu'on arrête d'infantiliser le peuple ivoirien. Merci beaucoup. Monsieur Obrou, vous avez la parole. 5 minutes. Allez-y. Merci beaucoup, Africa Hop. Merci, merci Archange. Merci, c'est vraiment intéressant de pouvoir débattre sur le sujet du cas de Jean-François Kouassi. J'espère que vous m'entendez. Alors, il faut retenir que si aujourd'hui TikTok essaie de shadowban tous ceux qui osent prendre la parole pour critiquer le pouvoir en place, TikTok est en train d'être racheté par des Israéliens. Et donc, ils sont en train de prendre une grosse part de TikTok. Et donc, si vous voyez qu'ils sont en train de changer l'algorithme pour à tout moment shadowbanner certaines personnes, c'est pas fortuit. C'est le système qui est en train d'être mis en place. Et ne soyons pas étonnés. Mais, en fait, ce qui se passe avec Jean-François Kouassi, notre jeune frère, c'est une attitude qui a été mise en place pour que les parents tiennent en laisse leurs enfants, afin que leurs enfants ne puissent pas dénoncer le comportement inique de ce parti pouvoir. Voilà, parce que parti pouvoir, parti qui a fait que le fait d'être libre dans la tête devient un crime. Le fait de vouloir se prononcer sur des attitudes du pouvoir devient un crime. Mais eux, leurs crimes, je l'ai dit, sont passés sous silence. Et les gens, certaines personnes qu'ils ont payées à coups de billets,
tente de cacher, de camoufler l'attitude du pouvoir, mais dénonce le comportement de celui qui en a ras-le-bol du système qui est en place. T'as dit quoi? C'est quoi, en fait, le problème? Le problème principal, c'est quand je vois M. Jean-François Kouassi, mon cœur saigne par l'attitude qu'a eu M. Tidiane Thiam. Parce que quand je vois M. Jean-François Kouassi, je pleure pour lui, hein, je pleure pour lui. Parce que ce sont des personnes qui se sont données à faire pour élever l'étendard du PDCI un peu partout. Et vers la fin, lorsque Bredouin est libéré, et lorsque un autre député étant bien détenu sont libérés, c'est en même temps une façon de lâcher tous les soutiens de tous les communicants du PDCI. Voilà. Parce que le fait qu'on vienne prendre Jean-François Kouassi là, ça pour dire, nous on va avec le RDR, tous ceux que vous allez entendre qui va critiquer le RDR là, ça, considérez que ce ne sont pas nos militants, faites d'eux ce que vous voulez. C'est ce que le PDCI est en train de donner comme signal, parce que Jean-François Kouassi a défendu le PDCI pendant longtemps, mais devant les yeux du PDCI, on vient le prendre manu militari, on l'envoie en prison. Bref, c'est dire à quoi. Je demande à la jeunesse consciente de déménager du PDCI, de chercher un parti vraiment qui a du cran, qui a une épine dorsale, qui est prêt à faire un combat véritable. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit ceci. Sauvons le PDCI. Sauvons le PDCI. Et en sauvant le PDCI, tous ceux qui voient l'attitude lugubre du PDCI doivent automatiquement déménager et changer de posture. Parce que si vous communiquez pour quelqu'un et que vers la fin, la personne vous lâche, c'est que vous êtes dans le mauvais combat. Dans le mauvais combat. Et aujourd'hui, Jean-François Kouassi est en train de payer de la lâcheté du PDCI dans le front commun. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne veux pas comprendre que moi, vous et moi, nous faisons un cumul de rancœur, d'injustice. Il y a tellement d'entrepôts d'injustice, des entrepôts d'injustice stockés en stockage partout en Abidjan et en Côte d'Ivoire. Et quand tu oses dénoncer, c'est toi qui passes pour le mauvais et le pouvoir passe pour être le chouchou d'un certain nombre de personnes. Je n'arrive pas à comprendre ça. Si c'est moi qui suis, bon, peut-être, excusez-moi l'expression, qui suis idiot, ou alors c'est Jean-François Kouassi qui est sur notre planète. Alors, je pense que si on forme des jeunes, c'est pour leur donner l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça n'existe pas seulement au RDR. Parce que le RDR ne dirige pas une tribu. Le RDR dirige la Côte d'Ivoire qui est à ces 322 000, c'est même plus, selon les textes, les numéros, les chiffres que le colon nous a donnés, sinon peut-être que c'est plus même, pour nous réduire. Donc, les 322 000 km² là, dans toute son entièreté là, tous ceux qui vivent sur le sol là, c'est pour ça que le RDR a brigandé le pouvoir. Ils disent que ils voudraient qu'il y ait une justice. Lorsque les Chevauchemans, les Ouattao et consorts ont pris le micro, ils ont dit non, pour ne pas qu'aucun fils ne doit être écarté. Mais voilà le cas des concours. Aucun fils n'est écarté, c'est ça? Regardez les concours. Les noms là, par des nominatifs, déjà vous savez que beaucoup de fils sont écartés. Il y a un clan qui est admis au concours. Or, lorsqu'ils ont pris la rébellion, ils ont dit qu'ils veulent donner l'égalité des chances à tous les fils, que personne ne soit écarté, soit de la présidence de la République, et en même temps, pour tout et pour tout, parce que le président de la République est le garant de tous les Ivoiriens et de leur liberté. Mais voilà que c'est un groupuscule qui n'est admis qu'à des concours, et à des concours depuis 15 ans. Et lorsque Jean-François Kouassi sort de là, jeunesse du PDCI, jeunesse du PDCI, jeunesse du PDCI, j'ai prononcé votre nom 2 fois. Le PPACI vous a pris par la main pour vous porter
vers le centre même du combat souverain. Vous avez joué à la lâcheté. C'est comme un enfant qui voit son papa prendre sa main pour lui dire, tu apprends à marcher, viens, je vais te montrer la voie, comment on marche, pour être un homme qui arrive à prendre des pas fermes pour pouvoir marcher normalement. On te prend à un moment donné 2 pas et puis tu tombes. 2 pas, tu tombes. On revient le lendemain encore 2 pas, tu tombes. Le PDC est tombé combien de fois? D'abord, pendant les élections de 2010, vous avez été floué par Ouattara, aller au golf, allégeance au golf. On vous a laissé partir. Le président de la Ouattara dit, c'est le VIOL qui tombe amoureux de son VIOL. Vous n'avez pas servi de leçon. 2020, vous êtes parti. 2015, vous êtes parti. On vous a promis, si elle était, ça ne vous a pas servi de leçon. On vous a fait un blocus. On vous a fait un blocus à votre domicile. Ça ne vous a pas servi de leçon. 2020, même chose. La tête de Kofi Toussaint a volé en éclats. Alors, 2025, là encore, Thiam saute les nuages. Ça ne vous a pas servi de leçon. Jeunesse du PDCI, vous n'avez pas un parti. Vous avez des poltrons. Changez de posture, si vous voulez. Si vous voulez vraiment voir la Côte d'Ivoire être libérée de ces vassaux et de ces buveurs de bissap là, changez de parti. Je vous demande, changez de parti. Ne faites pas comme à Saleh Tiemoko. Ne faites pas la dénonciation des faits divers. Et puis vers la fin, les mêmes 32 députés que vous avez eu là, ils vont vous éjecter de là. Il n'y a rien à faire. Et vers la fin, ils vont vous faire une pression qui va vous obliger à être RDR à tous les coups. Donc, changez de posture. À moins que vous alliez au restaurant, alors c'est que le restaurant là, le bouillon qui a servi à cuisiner là, ou alors vous allez là-bas, c'est que c'est le bouillon là, c'est un bouillon de bissap avec la tête de Kofi Toussaint, avec tous les bissap de Nayo. Si vous allez là-bas, c'est que vous êtes d'accord avec tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, PDCI, changez de posture. Changez vraiment de posture. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Obrou. Rapidement, mon temps de parole, je vais introduire quelques éléments que j'ai eu ce matin, pêle-mêle là, sur différents panels. Ce qui fait mal, le concours a été organisé en catimini, mais moi, je ne sais pas ce que nous, les Ivoiriens, nous attendions. Parce que le problème qui est là, les gens, ils ont dit qu'ils allaient faire... la Côte d'Ivoire est devenue comme une milice, en fait. Monsieur Akange, bonsoir. Bonsoir, excuse-moi, monsieur, avant, comme ça, Africa Hop. C'est mon tour de parole, je pense bien. J'étais là avant vous, s'il vous plaît, et je suis modérateur de ce panel. Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Ok, c'est Voilà, compris. merci. Donc, c'est juste pour apporter quelques éléments et puis je vous laisse parler, ok? Merci, Je disais par exemple que ce matin, on a eu des documents dans lesquels on a pu voir que le concours était un concours exceptionnel. Donc, organisé pour des personnes qui étaient déjà en fonction, à la fonction publique de Côte d'Ivoire. Chose bizarre, on a trouvé 2 personnes qui étaient nées en 2006 et 2007, c'est-à-dire elles ont environ 18 ans, 19 ans, et elles sont déjà fonctionnaires à la fonction publique et qui ont passé ce concours-là. Donc, vous voyez, c'est dans un tel pays que nous sommes, où des gens à 18 ans sont fonctionnaires à la fonction publique Côte d'Ivoire, avec des noms à consonance nordique. Donc, ça fait mal. C'est triste de voir ce genre de choses. Et on nous parle des concours à titre exceptionnel. À titre exceptionnel, pourquoi? C'est vrai, vous me direz que la douane n'est pas un corps militarisé. Mais la douane, c'est les gens qui surveillent nos frontières. C'est les gens qui laissent entrer tout et n'importe quoi dans le pays. Donc, ils savaient dans quoi ils étaient en faisant ce concours de manière nocturne ou en catimini.